Pour commencer, nous allons parler de la théorie des réseaux de neurones récurrents que nous abrégerons par la suite en RNR. Reprenons notre fil conducteur, la génération automatique de texte. Pour pouvoir prédire le mot à venir dans une phrase, il est essentiel de connaître les mots qui le précèdent. Or, un réseau de neurones artificiels ne comporte qu'une seule entrée qui est le mot courant. Il est alors presque impossible de deviner la suite de la phrase. Par exemple, si la phrase étudiée est « comment ça va » et que l'entrée du réseau artificiel est « ça », il y a très peu de chances qu'il déduise le « va ». On remarque donc qu'il est essentiel que le système ait une mémoire, c'est-à-dire que l'historique des mots précédents exerce une influence sur la prédiction. On va donc étudier les séquences de mots. L'ordre des mots a également ici de l'importance pour la logique de la phrase. Il faut donc prendre en compte leur agencement dans le temps, on ne les mélange pas. Commençons par nous intéresser à un système qui ne comporte qu'une couche RNR. Ce système est constitué d'une entrée, de la couche de réseau de neurones récurrents et potentiellement d'une sortie. Étudions d'abord le fonctionnement global du système. Nous travaillons avec des séquences. Une des entrées de notre réseau sera donc une séquence organisée d'éléments homogènes. Dans notre exemple, il s'agit de mots arrangés dans le temps. La taille de la séquence ainsi que le pas de décalage entre deux séquences sont ce qu'on appelle des hyperparamètres dont il est nécessaire de trouver les valeurs optimales pour le bon fonctionnement du système. L'étude d'une séquence consiste à faire passer à l'intérieur du réseau de neurones chacun des caractères de la phrase afin de prédire le caractère suivant la séquence entière. Cependant, la particularité d'un RNR est qu'il possède deux entrées. La première est la phrase étudiée et la deuxième est la prédiction déduite de la séquence précédente. C'est de là que provient la logique de récurrence. On notera qu'on injecte alors une prédiction aléatoire en entrée pour la première itération. D'un point de vue mathématique, chaque caractère est encodé suivant un encodage dit one-shot, c'est-à-dire que chaque caractère est un vecteur comportant un 1 sur une ligne et des 0 partout ailleurs. Si on prend l'exemple du texte, on aura donc 30 caractères, les 26 lettres de l'alphabet, la virgule, le point d'exclamation, le point d'interrogation et l'espace. Le A sera alors représenté par un vecteur nul partout, sauf sur la première ligne, à titre d'exemple. Finalement, l'entrée sera une matrice en 3 dimensions. Le nombre de variables, 30 pour le texte, la taille de la séquence, qui n'est autre que le nombre de caractères par séquence, et le nombre d'échantillons, c'est-à-dire le nombre de séquences qui va dépendre de la taille du texte. On va s'intéresser rapidement à la sortie avant de s'attaquer au gros du sujet qui est le fonctionnement d'une couche RNR. La prédiction de la dernière itération n'est pas la sortie finale. Pour obtenir la sortie finale, on va ajouter à la couche RNR une couche dite dense, qui d'une va nous permettre de retomber sur un vecteur de sortie de taille identique au vecteur d'entrée si besoin est, et de deux va associer à chaque variable, donc ici chaque caractère, une probabilité. La variable prédite au final sera donc celle qui aura la plus haute probabilité. Vous noterez qu'il faut bien évidemment toujours une sortie finale, mais qu'il n'est en revanche pas obligatoire de mettre une sortie après chaque itération. Bon, on va maintenant essayer de démystifier le fonctionnement boîte noire d'une couche RNR. Récapitulons ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. À une itération t lambda, on va injecter en entrée du réseau de neurones récurrents le caractère prononcé au temps t, ainsi que la prédiction déduite du temps t-1. Cela va nous permettre de ressortir une prédiction qui n'est rien d'autre qu'un vecteur. Ce vecteur servira d'entrée à l'instant t+1. S'il est également injecté dans un réseau dense, on obtiendra une sortie. Intéressons-nous maintenant plus en profondeur aux mathématiques derrière la boîte noire, en commençant par poser quelques notations. Du coup, on notera t la taille de la séquence. X sera le nombre de variables, ici le nombre de caractères différents qu'on peut obtenir, et h la taille du vecteur prédit qui est généralement différente de celle du vecteur d'entrée. H est appelé taille de la couche. Bon, entrons dans le vif du sujet. Comme dit précédemment, la matrice de la séquence d'entrée est une matrice à 3 dimensions. Si on se place à un instant t, on fixe une dimension. L'entrée de la séquence à l'instant t n'est donc plus qu'une matrice à 2 dimensions de taille t fois x. Or, on prend aussi en entrée la prédiction au temps t-1. On n'oublie pas qu'il y a toujours deux entrées en même temps. L'entrée finale sera donc une matrice de taille t plus h, le tout fois x. Mais alors, vous vous dites sûrement, où est la notion d'apprentissage dans tout ça? Parce que jusqu'à maintenant, ça paraît encore un peu magique. Eh bien, c'est ici qu'intervient la matrice de poids, matrice qu'on notera par la suite W. Ce sont les coefficients de cette matrice de poids qui vont varier lors de l'apprentissage afin d'obtenir une prédiction de plus en plus fiable. Ces derniers seront modifiés en fonction de l'erreur par rapport au résultat attendu.
La matrice de poids est une matrice de taille h plus x par h contenant des coefficients. Ces coefficients n'ont pas de sens physique, ce sont simplement des paramètres qui vont être modifiés à chaque apprentissage afin de se rapprocher du modèle théorique. Pour obtenir une prédiction à l'instant t, qu'on notera petit h de t, on va simplement suivre l'algorithme suivant. Tout d'abord, on multiplie la transposée de la matrice de poids W avec la matrice d'entrée. On obtient alors un vecteur de taille h. À ce vecteur, on ajoute un biais qu'on notera par exemple petit b. On applique ensuite la fonction hyperbolique à ce résultat. Finalement, la prédiction petit h de t est égale à la tangente hyperbolique de la multiplication entre la matrice d'entrée et la matrice de poids plus un biais. Cela peut paraître compliqué au premier abord, mais il s'agit tout simplement d'une tangente hyperbolique, donc une fonction mathématique, appliquée à une matrice qu'on a obtenue à partir d'opérations simples sur d'autres matrices. Maintenant, si on veut vraiment bien comprendre, on va reprendre la représentation classique, donc celle avec les ronds reliés entre eux, et on va essayer de poser un sens sur tout ça. Donc, en reprenant les éléments de la représentation usuelle que vous voyez ici, on remarque que les ronds de gauche correspondent chacun à une ligne de la matrice d'entrée. Les traits reliant entrée et prédiction représentent la multiplication entre la matrice d'entrée et la matrice de poids. Enfin, les ronds de droite sont les vecteurs obtenus au niveau des traits, auxquels on a ajouté un biais et appliqué la fonction tangente hyperbolique. On a étudié ici le fonctionnement d'une couche de RNR, mais ces derniers sont généralement superposés en couches de 2 à 5. Le fonctionnement finalement reste très similaire, seulement la couche 2 utilisera en entrée sa prédiction au temps t-1, mais également la prédiction de la couche précédente au temps t, et ainsi de suite pour chaque couche. Pour finir, la sortie sera prise à la dernière itération de la dernière couche. Malgré ce que nous avons étudié jusqu'à maintenant, les réseaux de neurones récurrents simples comme vu jusqu'ici présentent certains défauts. D'abord, ils sont difficiles à entraîner. Mais surtout, par la nature mathématique de la fonction tangente hyperbolique, la mémoire des RNR est dite courte, c'est-à-dire que plus un caractère a été étudié récemment, plus son influence est forte jusqu'à écraser les prédictions précédentes. Nous verrons alors comment résoudre ce problème dans le prochain cours.